Une délégation ministérielle du Mali a été reçue hier au Burkina Faso et au Niger. Elle était porteuse des messages du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à ses homologues, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tchani. Le Sahel est aujourd'hui confronté à des défis climatiques. La problématique est au centre d'un séminaire international sur la sécurité climatique et environnementale. Deux membres du gouvernement ont lancé les travaux ce matin. Également dans ce 20h, ce déplacement du gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo au marché à bétail de Niamana sur la RN6. L'espace est l'objet d'un contentieux qui a provoqué hier des manifestations. Le chef de l'exécutif régional tente de calmer les esprits. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu hier dans l'après-midi l'envoyé spécial du président sud-coréen. L'émissaire coréen est venu plaider en faveur de la candidature de son pays pour l'organisation de l'Expo universelle de 2030. Le Premier ministre a promis de relayer le message auprès du chef de l'État. Les détails avec Lucien Touré. L'émissaire sud-coréen n'a pas fait mystère de sa mission. En véritable VRP de son gouvernement, il a exposé l'ambition de son pays en ce qui concerne l'organisation de l'Expo 2023 et son désir de voir le Mali soutenir cette candidature. L'objectif de cette exposition, c'est créer Global Solution Platform, plateforme de solutions mondiales. C'est-à-dire que sur place, on voudrait traiter le sujet commun tels que la crise alimentaire, le changement climatique et la crise sanitaire et l'éducation. Et cela, on voudrait trouver la solution ensemble. Dans les élections de l'exposition universelle, la Corée envoie et vous aussi, Mali, en envoie. Pourtant, pour nous, votre voix est plus significative puisque vous jouerez un rôle très important dans l'Afrique. Donc, c'est pourquoi je voudrais le soutien du peuple malien et le soutien du gouvernement de la République du Mali. L'ambassadeur a également invité les autorités maliennes à participer au prochain sommet Corée-Afrique qui devra se tenir à Séoul en juin 2024. Pour sa part, le chef du gouvernement a loué les efforts consentis par le peuple coréen pour parvenir à ce niveau de développement. Aussi a-t-il promis d'œuvrer à donner une forte impulsion à la coopération existante entre nos deux pays. Aujourd'hui, le peuple coréen, on ne peut pas s'imposer aux Coréens parce qu'ils sont instruits. Mais il y a 60 ans, c'est un militaire qui les dirigeait. Mais ces militaires-là et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont une direction importante. Et ça, c'est le peuple. Que vous soyez militaire, démocratiquement élu, quel que soit, il y a le fond du peuple qui voulait des solutions à ces problèmes. Et au Mali, aujourd'hui, nous sommes sur cette voie. On a un dirigeant et un peuple, on veut atteindre des objectifs. La priorité, c'est la lutte contre le terrorisme, nourrir notre population, l'éduquer et être présent dans le concert des nations. Vous avez une oreille attentive qui suit bien ce qui se fait en Corée depuis longtemps. Donc, je suis très content de ce qu'il a dit. Ça n'a fait que confirmer ce que je sais déjà. La partie coréenne a également présenté plusieurs produits, dont une variété de riz à cycle court ne dépassant guère les 3 mois et dont la productivité est de plus de 7 tonnes à l'hectare. Une aubaine pour le monde agricole désireux d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Une délégation ministérielle du Mali était hier au Burkina Faso et au Niger. Dans ces deux pays, elle était porteuse des messages du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à ses homologues, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tchani, conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. La délégation malienne a également eu des échanges avec les autorités burkinabées et nigériennes sur la situation politique et sécuritaire dans les différents pays. Les récits de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Bourama Traoré et Abou Koné. C'est un déplacement au saveur de solidarité et de soutien réciproque. Le capitaine Ibrahim Traoré ouvre les portes du palais présidentiel du Burkina Faso à cette délégation ministérielle du Mali. Une concertation devenue permanente entre les deux pays face aux défis sécuritaires, politiques et de développement. D'ailleurs, sur ces questions, Maliens et Burkinabés ont une parfaite identité de vue. Nous étions porteurs d'un message de son Excellence
le président Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition du Mali, à son frère et homologue, son Excellence le capitaine Traoré, président du Faso. Le message, c'est globalement, bien entendu, vient à point nommé. Vous savez, le Mali, le Burkina Faso ont des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-politique et économique. Et ceci nécessite une concertation permanente. Entre le palais présidentiel de Ouagadougou et celui de Niamey, il y a 527 km, une distance parcourue en moins d'une heure par les émissaires du président de la transition pour un même exercice, celui de rencontrer les autorités nigériennes autour des défis communs. En tête des personnalités rencontrées, le général Abdourahmane Tchani, président du Comité national pour la sauvegarde de la patrie. Nous étions porteurs des messages de haute importance de la part de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à son frère et homologue, le général Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et chef de l'État du Niger. À l'issue de l'audience avec son Excellence le général Tchani, il a été question essentiellement de raffermissement des relations entre le Mali et le Niger. Comme vous le savez, nous avons des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique et sur le plan politique. Pour faire face à ces différents défis, il est de bon aloi que les différents responsables de nos pays se concertent régulièrement. Évidemment, le résultat final recherché, c'est de servir nos peuples, les différents peuples, le peuple du Burkina Faso, le peuple du Mali et le peuple du Niger. Auparavant, la délégation malienne avait rencontré le premier ministre nigérien Lamine Zeyn Ali Mahaman. Ici également, les mêmes questions ont été évoquées et la volonté commune est réaffirmée, celle de travailler ensemble à gagner le pari de la sécurité et de la paix dans les différents pays. Réunion spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'usage du droit de veto par la Fédération de Russie au régime de sanctions sur le Mali. C'est une session spéciale d'explication qui est ouverte aux États membres de convoquer après usage du droit de veto pour un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est une réunion politique au cours de laquelle les États membres se prononcent sur l'ordre du jour, mais dont les conclusions ne sont pas contraignantes. Aïssata Ibrahim Maïga. 12 jours après que la Fédération de Russie a mis son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité relatif au renouvellement du régime de sanctions applicable au Mali, rendant de fait ce régime inopérant, l'Assemblée générale de l'ONU a débattu hier après-midi des circonstances entourant l'exercice du droit de veto. C'est le deuxième débat de l'année au titre de l'initiative relative au veto et en vertu de sa résolution adoptée l'an dernier et dans laquelle l'Assemblée générale dispose des mandats lui permettant de convoquer une séance dans les 10 jours ouvrables suivant l'exercice du droit de veto par un membre permanent du Conseil de sécurité, et cela afin de débattre de la situation pour laquelle le veto a été opposé. En ouvrant le débat, le président de l'Assemblée générale a mis l'accent sur la situation au Mali. Pour lui, cela imposait, je cite, de tendre vers l'unité et le consensus. Le représentant de la Fédération de Russie lui a rappelé que sa délégation a présenté le 30 août un projet de compromis que les membres occidentaux ont préféré ignorer. Dénonçant à cet égard l'attitude de la France, pays porte-plume sur ce dossier, il a fustigé l'imposition aux Maliens de mesures qu'il rejette. En tentant d'imposer le maintien du groupe d'experts alors que les droits humains sont discutés au Conseil des droits de l'homme, la France et les autres pays occidentaux ont voulu exercer des pressions sur le Mali afin que ce dernier reste dans leur orbite politique, a-t-il accusé, ajoutant que sa délégation n'avait dès lors d'autre choix que d'opposer son veto. Intervenant à son tour, l'ambassadeur représentant permanent du Mali a rappelé que son gouvernement avait demandé en 2017 au Conseil de sécurité d'imposer des sanctions aux auteurs d'entraves à la mise en œuvre de l'accord de paix. Il a ajouté que le groupe d'experts mis en place dans ce cadre a souvent outrepassé le mandat fixé par la résolution 2374-2017, se muant
en un mécanisme politique, je cite, dont nous ignorons l'agenda réel. L'ambassadeur représentant permanent a notamment critiqué le fait que le groupe d'experts exige du gouvernement du Mali de fournir des informations détaillées sur la coopération militaire et sécuritaire entre la Fédération de Russie et la République du Mali, alors que le choix des partenaires relève de la souveraineté du pays. L'ambassadeur Issa Konfuru s'est également indigné du manque d'accès de son gouvernement au rapport du groupe d'experts et de fuites organisées dans la presse internationale et de déplorer que le comité des sanctions n'ait pas tenu compte de l'évolution positive de certains individus soumis à ces mesures, justifiant ainsi la demande de levée du régime de sanctions exprimée en août dernier par Bamako. Dans ce contexte, il s'est réjoui de l'usage légitime du droit de veto par la Fédération de Russie qui a permis, selon lui, de mettre fin à un instrument de pression, je cite, aux mains d'un groupe de pays hostiles au Mali et à ses choix. Ibrahim Traoré vient de nous rejoindre dans ce studio pour la lecture d'un communiqué de l'état-major général des armées qui vient de nous parvenir. Ibrahim Traoré, bonsoir. Bonsoir Fousseni Tounkara. L'état-major général des armées informe l'opinion que ce mardi 12 septembre 2023, aux environs de 9h20, les Famas ont repoussé une attaque complexe aux véhicules piégés de plusieurs terroristes à bord de plusieurs véhicules et motos dans la localité de Bourem. La précision des renseignements a permis de combiner les actions aéroterrestres et mis en échec cette attaque. Les terroristes rescapés en débandade dans leur fuite se sont repliés vers le nord dans les secteurs de Agamor et Al-Moustrat en abandonnant plusieurs de leurs compagnons. Le ratissage est en cours et la situation est sous contrôle. L'état-major général des armées rappelle que ce même 12 septembre 2023, vers 7h30, les Famas ont ciblé un regroupement de véhicules terroristes au nord-est de Bourem en phase de préparation d'attaque contre nos forces et les civils dans le secteur. Une série de frappes a également visé une seconde colonne en direction de Bourem et un regroupement de véhicules. Le bilan cumulé provisoire des opérations de ce jour fait état de côté ami, 10 morts et 13 blessés, tous évacués sur Gao. Côté terroriste, 46 terroristes neutralisés identifiés, dont 3 responsables à Bourem et alentour, plus de 20 pick-up détruits, y compris ceux équipés d'armes lourdes. Les forces armées maliennes restent dans le noble esprit de leur responsabilité de défense de l'intégrité du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Elles combattront des terroristes sans foi ni loi, s'attaquant sans réserve à des civils sans défense. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux Famas morts au combat et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées informe que la zone est sous haute surveillance opérationnelle et rassure de la poursuite des opérations. Fousseni Tounkara. Merci beaucoup Ibrahim Traoré pour la lecture de ce communiqué de l'état-major général des armées. Ouverture des travaux du séminaire international sur la sécurité climatique et environnementale. Une cérémonie présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et celui en charge de l'environnement. Il s'agit pour le gouvernement et ses partenaires de diagnostiquer tous les défis climatiques auxquels le Sahel fait face. Youssouf Diakité. Sécurité climatique et environnementale, voici la thématique principale autour de laquelle les experts du domaine se retrouvent pendant 3 jours pour analyser tous les défis climatiques pouvant faire obstacle au développement des pays, particulièrement du Sahel. Ils sont venus, ces participants, des départements ministériels, des organismes spécialisés, des organisations internationales accréditées au Mali pour faire front commun contre ces défis climatiques. Le changement climatique est l'un des plus gros défis qui se posent actuellement à l'humanité. En effet, le climat change et transforme avec lui tout notre environnement. Les conséquences de cette transformation sont multiples et se présentent sous diverses formes. En Afrique et surtout dans la partie sahélienne du continent, le changement climatique est en partie à l'origine de certaines crises sécuritaires. Autrefois, les épisodes de sécheresse intervenaient tous les 10 ans.
Aujourd'hui, la sécheresse touche la région du Sahel bien plus souvent et plus longtemps. Sans compter les précipitations irrégulières, les pluies asséchées, les inondations dévastatrices. Le gouvernement du Mali accorde une attention particulière à toutes les questions liées au changement climatique et au développement durable. De nos jours, les aléas climatiques ont bouleversé le mode de vie des populations rurales. Dès lors, il convient de saluer la tenue de ce séminaire sur la sécurité climatique et environnementale, d'autant plus qu'il ambitionne d'examiner les impacts de la sécurité climatique sur la paix au Sahel. De plus en plus de pays reconnaissent la crise climatique comme une menace pour la paix et la sécurité internationale. Les effets néfastes du changement climatique sont amplifiés dans les contextes fragiles et affectés par des conflits où les populations ont déjà des besoins humanitaires et une capacité limitée à y faire face. De plus, les femmes et les enfants sont touchés de manière disproportionnée. Plusieurs panels sont programmés pendant ces 3 jours, notamment les mécanismes juridiques internationaux et nationaux de lutte contre les effets du changement climatique au Sahel, l'assèchement des lacs et cours d'eau au Sahel, un enjeu sécuritaire et entre autres questions. Cette question, le changement climatique, était aussi au centre d'une rencontre entre les acteurs du secteur privé le vendredi dernier. C'était à la faveur d'une rencontre initiée par le Centre international pour le conseil et la formation. On en sait plus avec Adam Traoré. La lutte contre le changement climatique est au cœur d'une session de sensibilisation initiée par le Centre international pour le conseil et la formation, CICF. Pour les initiateurs, cette sensibilisation à l'intention des acteurs du secteur privé vise à accompagner la stratégie d'engagement en vue de lutter efficacement contre les changements climatiques. Ce qui est demandé au secteur privé, c'est de gérer les impacts négatifs de sa production et de sa productivité sur son environnement. Que les entreprises sachent qu'ils émettent des gaz à effet de serre et qui polluent l'environnement, et encore plus qui sont en collaboration avec une communauté locale dont il faut se soucier. Cette rencontre devrait être une occasion pour les acteurs concernés d'apporter une amélioration à leurs actions quotidiennes au profit de la protection de l'environnement. Pour cela, l'appui du PNUD ne fera pas défaut. C'est une grande satisfaction pour nous aujourd'hui de voir que le CNPM lui-même s'est approprié cette initiative de la CDN au point aujourd'hui de s'engager dans la mise en œuvre. Nous sommes tous préoccupés par le changement climatique sur notre planète Terre. Et nous savons tous, en tout cas jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé une autre planète où nous pouvons déménager. Les changements climatiques sont une réalité qui nous concerne et c'est ensemble que nous devons œuvrer pour y faire face. Dans le processus de lutte contre les changements climatiques, l'engagement doit être collectif avec une implication accrue des autorités. Et le Mali a retenu 4 secteurs essentiels. Il s'agit bien entendu du secteur de la foresterie où nous devons réduire à 39%. Nous avons le secteur de l'énergie, nous avons le secteur des déchets qui sont tous de 31% et le secteur de l'agriculture, 25%. Pour encadrer le progrès, il est nécessaire de respecter les engagements des objectifs de développement durable ODD et la Convention cadre des Nations Unies dans la lutte contre les changements climatiques. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille vient d'effectuer une visite auprès des associations des femmes artisanes. La visite a concerné les femmes artisanes des communes 5 et 6 du district de Bamako et les réseaux des femmes entrepreneurs sociales et solidaires. Inaba. La visite du ministre en charge de la promotion de la femme aux associations des femmes artisanes vise à créer un cadre d'échange sur la problématique de l'autonomisation de la femme. Une première pour le chef du département de la promotion de la femme à l'endroit des femmes artisanes. Le réseau des femmes entrepreneurs sociales et solidaires, les femmes artisanes des communes 5 et 6, l'association Sigida Lakanaton. Ces associations sont confrontées à des difficultés qui freinent la bonne marche de leurs activités. Nous pensons qu'il est un devoir pour nous d'être au plus près de toutes les femmes du Mali et notamment des femmes artisanes
afin de comprendre les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour pouvoir trouver des solutions pérennes, c'est-à-dire des solutions qui puissent promouvoir leur développement économique. En initiant cette visite, la ministre voulait constater de visu les conditions dans lesquelles ces femmes travaillent en vue d'apporter des solutions idoines. Dans un futur proche, nous allons voir comment instaurer déjà un salon de la femme artisanale, de la femme qui œuvre dans le cadre du développement économique, afin que ces femmes-là puissent venir de partout. Donc qu'elles viennent, qu'elles exposent leurs produits et que ce cadre-là soit un cadre aussi qui leur permet de gagner des revenus, c'est-à-dire de tenir bon, et aussi de comprendre que tout le gouvernement malien avec ses partenaires est à leur côté pour les accompagner et pour aussi trouver des stratégies qui puissent les aider à se développer économiquement. Les femmes artisanes ont profité de cette visite pour mettre une doléance à l'ordre du jour, celle de l'institutionnalisation de la journée de la femme artisane. Suite aux manifestations survenues le lundi 11 septembre 2023 au marché à bétail de Niamana sur la route nationale numéro 6, dont le bilan est de 2 blessés graves, le gouverneur de la région de Koulikoro s'est rendu sur les lieux. Le colonel Lamine Kapori Sanogo a pu échanger avec les éleveurs et commerçants de bétail. Il a aussi rendu visite aux blessés et rassuré que la lumière sera faite sur le contentieux qui oppose les occupants du marché à bétail de Niamana à une femme qui estime avoir un titre foncier sur une partie de l'espace. Le compte rendu de Boubacar Sissoko. Les commerçants et éleveurs du bétail du parc de Niamana ont été agressés hier lundi par des loupards envoyés par une dame se réclamant propriétaire d'une partie de l'espace sur lequel le parc a été implanté. Le gouverneur de la région de Koulikoro s'est donc rendu sur les lieux pour s'enquérir de la réalité. Avant d'arriver sur les lieux, le colonel Lamine Kapori Sanogo est allé à l'hôpital du Mali pour voir l'état de santé de l'une des 2 victimes grièvement blessées. L'intéressé a bénéficié des soins de qualité. Il a été opéré et son état est stable aujourd'hui par rapport à hier. Il est inadmissible pour quiconque de menacer son prochain en exerçant de la force, et force doit rester à la loi, martèle le chef de l'exécutif régional de Koulikoro lors de son échange avec ses interlocuteurs. Au nom des plus hautes autorités de la transition, j'ai tenu à me rendre ici à Niamana au marché à bétail pour m'enquérir de la situation réelle. Comme vous le savez, hier, il y a eu un affrontement entre ces vendeurs de bétail et les gens qu'on appelle communément les gros bras, qui ont été déployés par une dame. Donc il se trouve que ces gros bras porteraient des armes sur eux et ces armes auraient été utilisées contre certains éleveurs. Le gouverneur de région a salué la sagesse des éleveurs et commerçants du bétail du parc de Niamana qui ont gardé leur sang-froid pour n'avoir pas réagi à l'agression. En 2005, il y a une affectation par décret présidentiel, une affectation de 13 hectares en ces lieux, donc au ministère de l'élevage, pour les fins du marché à bétail. Et miraculeusement, selon le président, il y a eu d'autres titres qui ont été créés à l'intérieur de ce titre. On ne sait pas comment et pourquoi. Donc il y a eu aussi une annulation de ce titre. Les occupants du parc à bétail de Niamana sollicitent les autorités compétentes pour que justice soit rendue, puisqu'ils disent détenir leur titre foncier qui leur a été attribué par un décret présidentiel en 2005. Ici, les 21 hectares ont été affectés totalement aux éleveurs. Nous avons déboisé nous-mêmes. C'est après qu'ils ont extrait 8 hectares pour les mécaniciens qui sont de l'autre côté. Ici, aussi, c'est un titre foncier de l'État. L'État nous l'a affecté. Et il y a un premier titre qui fut créé, qui a été vendu à Total. Nous nous sommes levés, ce titre a été annulé. Maintenant, celle-là, le ministre a annulé son titre. Avant de quitter les lieux, le gouverneur de la région de Koulikoro a invité les protagonistes au calme et à la retenue. Nous retrouvons Ibrahim Traoré sur ce plateau encore, cette fois-ci pour la lecture d'un communiqué émanant du Conseil national de transition. Ibrahim, rebonsoir. Rebonsoir Fousseini Tounkara, le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT ont appris avec indignation l'attaque perpétrée ce mardi 12 septembre 2023 contre le camp militaire de Bourem. Le Conseil national de transition condamne avec vigueur et fermeté cette attaque lâche qui fait suite à celle ayant visé le bateau Tombouctou et le camp de Gao.
En cette douloureuse circonstance, le CNT présente ses condoléances les plus émues à l'ensemble des familles éplorées ainsi qu'aux forces armées maliennes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil national de transition félicite les forces armées maliennes, salue leur bravoure, leur efficacité, leur promptitude dans la riposte contre les assaillants. Le CNT les félicite également pour la contre-attaque menée ainsi que les opérations de ratissage qui ont permis de neutraliser plusieurs terroristes. Le Conseil national de transition réaffirme toute sa solidarité et son soutien total à nos vaillants soldats dans leur noble mission et encourage les FAMA à poursuivre leur offensive jusqu'à la victoire finale sur les forces du mal. Le Conseil national de transition exhorte les populations maliennes à plus de vigilance face à ces attaques et les invite à rester mobilisés derrière les autorités de la transition sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, son Excellence, colonel Assimi Goïta. Que Dieu bénisse notre chère patrie. Et puis, Fouzeni et Tunkara, suite aux attaques terroristes perpétrées contre le bateau Tombouctou et la position des forces armées maliennes le jeudi 7 septembre 2023 à Bamba, région de Gao, nous continuons à enregistrer des communiqués au niveau de la rédaction. Il s'agit de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali, le Réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique, la coordination des jeunes du Mandé, l'association Soumaoro Kanté du Mali, le conseil communal de Banikan, la coopérative simplifiée Diantoyerela, l'association pour la promotion des peintres du Mali, l'association pour le développement Faso Yiriwaton de Koutiala, l'association des cheminots retraités du Mali, l'union des comptoirs et raffineries d'or du Mali, l'association Orienton, le collectif de l'union des associations des femmes musulmanes du Mali, le groupe des patriotes du Mali, la coordination des comités de développement des quartiers de la commune de l'APDF, l'association culturelle Soninké du Mali, la plateforme Tigui Semerton, tous condamnent avec la dernière énergie ces attaques terroristes barbares et lâches. Fouzeni Tunkara. Merci beaucoup Ibrahim Traoré. Formation de renforcement des capacités en sécurité physique et numérique des défenseurs des droits humains au Mali. La session a démarré ce lundi au CNPM. Elle sera axée sur la portée du cadre juridique de protection des défenseurs des droits humains au Mali. Mamadou Fani. Les nouvelles technologies sont de nos jours fortement utilisées par les défenseurs des droits de l'homme. La sécurité des informations collectées et transmises numériquement reste un défi majeur pour ces défenseurs des droits humains. Un défi que la CNDH et Avocats sans frontières Canada tentent de relever. Votre présence ici démontre votre engagement inébranlable en faveur de la justice, de l'équité et de la dignité humaine. Vous êtes les gardiens de ces valeurs fondamentales et votre travail est essentiel pour la préservation et la promotion des droits humains au Mali. C'est pourquoi Avocats sans frontières Canada est très fier d'avoir rendu possible la présente formation. Il s'agit à travers cette formation de 3 jours de consolider les capacités des défenseurs des droits humains afin qu'ils puissent protéger leurs données et assurer leur sécurité physique. Cet atelier vise à former les défenseurs des droits humains afin qu'ils puissent exercer leur mission dans un cadre protecteur et avec moins de risques possibles. J'en appelle donc à une synergie d'action avec tous les défenseurs pour qu'ensemble nous puissions agir pour protéger les victimes de violations et abus des droits de l'homme, en respect des instruments juridiques nationaux et des engagements internationaux de notre pays. À l'issue de cette formation, les participants vont apprendre les bonnes pratiques et leçons en matière de protection des données physiques et numériques. Le stade Babemba Traoré de Sikasso aura bientôt un nouveau visage. Les travaux de rénovation ont été lancés ce mardi par le gouverneur de la région de Sikasso. C'est une promesse du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui se concrétise. Moustapha Doumbia. C'est le premier coup de tracteur de la chef de l'exécutif régional qui marque le démarrage officiel des travaux de rénovation du stade Babemba Traoré de Sikasso. Une rénovation qui intervient 21 ans après la construction de cette infrastructure sportive. Les 10 travaux sont confiés à EMS, entreprise Mamadou Samake. Comme charge, nous avons la rénovation du stade dans les vestiaires qui est de 2 à 4. Et ainsi,
les pistes d'athlétisme autour du terrain, ainsi que une salle VIP dans les vestiaires, et après les terrains de jeunesse qui consistent en handball, terrain de tennis, volleyball, et ainsi qu'un terrain de football qui sera en gazon synthétique. Les travaux qui s'étendent sur 5 mois concernent également les bureaux des arbitres et des commissaires des matchs, une tribune officielle climatisée, une salle de vidéoconférence, une salle de presse et d'autres commodités. Il s'agit là d'être en conformité avec les normes CAF et FIFA selon la chef de l'exécutif régional. La réhabilitation du stade de Sikasso est un projet d'une grande importance pour notre région. Il représente l'engagement du président de la transition envers le développement du Mali en général et de la région de Sikasso en particulier. Ce stade est un symbole de notre fierté locale. La promesse faite par le président de la transition lors de sa visite à Caille le 23 juillet 2023 de les rénover est une preuve de son soutien à notre région et à notre bien-être. Le lancement des travaux de rénovation du stade Babemba Traoré est sanctionné par le défilé des ligues régionales parmi lesquelles le cricket, l'athlétisme, le taekwondo, le cyclisme et le football. Les responsables du projet de développement intégré du secteur sémencier au Sahel viennent de tenir un atelier d'échange. Objectif partagé avec les partenaires, le bilan des 3 années d'exécution du projet. Sorona Kamisoko. Au cours de ces 3 dernières années, le projet de développement intégré du secteur sémencier au Sahel, ESSD, a réalisé des prouesses en matière d'approvisionnement en semences de haute qualité à travers des entreprises commerciales de production de semences. Les activités menées relèvent de la mission assignée au projet, à savoir améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali et au Niger. Avec l'outil digitalisé, si vous voulez, on a pu assainir le secteur semencier, surtout par rapport au processus de certification, pour s'assurer que sur le marché, on vend des semences de qualité aux producteurs, mais pas des graines. Le deuxième facteur de durabilité fondamental, effectivement, c'est la production des semences de première génération appuyées par des systèmes de précommande. Le problème fondamental auquel on a eu à faire face, c'est la disponibilité des semences renouvelées. Le projet ISD qui tire vers sa fin est financé par le Royaume des Pays-Bas pour une durée de 4 ans. Il a été conçu pour faire face aux effets du changement climatique dans le Sahel. Ce projet, nous avons accepté son financement dans le contexte, n'est-ce pas, des changements climatiques du Sahel à travers des approches, des dynamiques que les acteurs du terrain puissent développer pour assurer la sécurité alimentaire, mais aussi créer des emplois pour les jeunes qui peuvent distribuer des semences, qui peuvent être des agro-dealers, d'autres que sont les chercheurs, puissent effectivement les aider à mettre à disposition des semences de haute qualité. Vous convenez tous avec moi que l'utilisation des semences de qualité adaptées aux conditions agroécologiques est nécessaire, voire indispensable pour répondre aux exigences de diverses conditions face au climat et du système de culture intensif. Le projet de développement intégré du secteur sémencier au Sahel, ISSD, couvre le Mali et le Niger. La société d'hydrocarbures La et Fils, à travers son partenaire Papmat, vient de faire parler son cœur. L'entreprise a fait don d'un important lot d'équipements médicaux au service social des armées. Un geste humanitaire d'une valeur de 30 millions de francs CFA qui doit aider à faire face aux défis sanitaires des militaires. Retour sur la cérémonie de remise avec Bokari Koulibaly. La société d'hydrocarbures La et Fils renforce la capacité opérationnelle des services de santé des armées. Elle dote ainsi la direction du service social des armées d'un important lot de matériel médical. À travers ces gestes, la société entend jouer sa partition dans la prise en charge des blessés de guerre, des orphelins et veuves des militaires tombés pour la patrie. Par ce geste citoyen, la société La et Fils réaffirme son soutien et sa disponibilité aux forces armées dans l'accomplissement de leur mission en cette période historique inédite pour notre pays.
Le directeur du service social des armées se réjouit de cet acte philanthropique qui vient améliorer les plateaux techniques des services de santé des forces armées maliennes. Cet important don d'une valeur totale de 30 millions de francs CFA est constitué de bonbons d'oxygène moyens et grands, coffrets dentaires, paires attelles en boîte, chaises roulantes, porte-sérum, béquilles, machines de massage et autres. Ces équipements contribueront au renforcement de la capacité du personnel soignant des forces armées et de sécurité afin d'avoir une meilleure prise en charge des malades des armées et forces de sécurité. La direction du service social des armées a remis une attestation de reconnaissance à la société La et Fils pour sa contribution à l'effort de guerre. Le comité de pilotage du projet RC3 fait le point de ses activités dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est dans le cadre de la clôture de sa première phase qui s'étendait sur 30 mois. Maïmouna Doumbia. Les principaux acteurs ont présenté chacun les résultats des activités menées par sa structure, de l'appui à la stratégie vaccinale contre la COVID-19 en passant par l'amélioration de la collecte de données, l'engagement communautaire pour la vaccination et le renforcement de la riposte contre la COVID-19. Le coordinateur du projet RC3 et son équipe se sont mis d'arrache-pied pour relever le défi. Aujourd'hui, c'est le lieu de faire le bilan. Sur les 3 objectifs du projet, il y a eu des résultats vraiment très satisfaisants qui ont été obtenus. Les résultats, les activités qui étaient prévues dans chaque résultat ont été mises en œuvre avec des indicateurs qui ont été atteints. C'est le ministère de la Santé et du Développement social du Mali qui est le bénéficiaire du projet RC3 Mali à travers ses différentes directions techniques du niveau central jusqu'au niveau décentralisé. Ces zones d'intervention sont Bamako, Kay, Tombouctou, Kidal, Menaka et Taoudéni. Nous apprécions le travail que vous venez d'accomplir, dont les activités portent sur tous les processus visant à contenir la pandémie de la COVID-19 et ses effets néfastes sur la population malienne. Je souhaiterais vous assurer de la disponibilité de notre département, de ses démembrements à continuer à vous appuyer. La chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne au Mali s'est dit satisfaite des résultats du projet, des résultats obtenus grâce aux efforts consentis par les autorités. D'aujourd'hui, on a des résultats tangibles, on a des résultats concrets, on a des populations qui sont plus résilientes, on a des capacités qui ont été renforcées à tous les niveaux et on a maintenant des perspectives de poursuite de ces résultats par d'autres partenaires. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été faites par les parties prenantes, entre autres la continuité du projet RC3 Mali et réponse aux différentes crises causées par la COVID-19 au Mali. La journée internationale de la kinésithérapie est célébrée le 8 septembre de chaque année au Mali. Cette activité est organisée par l'Association des kinésithérapeutes du Mali. C'est une occasion pour les techniciens de cette discipline de faire la promotion de la pratique et appeler les membres à plus d'adhésion. Batraoré. Selon le spécialiste, la kinésithérapie est le traitement par l'exercice physique. Les pratiquants de cette discipline ont créé l'Association des kinésithérapeutes du Mali en 2017. Aujourd'hui, ils veulent mieux faire connaître la pratique et la célébration du 8 septembre déclarée Journée internationale de la kinésithérapie est une bonne opportunité. La Journée mondiale de la kinésithérapie a pour objectif de valoriser la fonction de kinésithérapeute, de renforcer les capacités des kinésithérapeutes et de promouvoir la bonne entente entre les kinésithérapeutes du Mali, entre eux d'abord, et des associations sœurs du Sénégal, de la Mauritanie et de la sous-région. Par manque de financement, on n'arrive pas à réaliser tous les projets que nous tenons. Donc nous voulons pratiquement faire des enseignements post-universitaires, presque 1 ou 2 fois par trimestre. Mais les financements ne viennent pas parce que les kinésithérapeutes eux-mêmes ne cèdent pas. La faible adhésion des kinésithérapeutes et leur faible représentativité à l'échelle du territoire national sont les difficultés auxquelles l'association fait face selon son président.
Les conseils interreligieux pour la paix au Mali renforcent 25 chefs religieux dans la création d'espaces pour une culture de tolérance et de respect mutuel à travers le dialogue interreligieux. Il s'agit au cours de cette session de mettre l'accent sur le rôle et l'importance du dialogue. Bokari Koulibaly. Chrétiens et musulmans réfléchissent ici sur l'importance du dialogue interreligieux. Vecteur de paix et de cohésion sociale, le dialogue a depuis des siècles constitué un maillon important dans la consolidation du vivre ensemble au Mali. C'est fort de ce constat que cet espace a été initié par le Conseil interreligieux pour la paix au Mali dans le cadre du programme Fellowship du Centre international du dialogue interreligieux CAICID. L'objectif principal, c'est d'amener les religieux à créer des espaces de dialogue féconds, sans injure, avec respect et avec considération. Nous allons parler des principes du dialogue. Là, on va définir le dialogue, et le dialogue interreligieux, les principes, les fondements, et beaucoup de choses seront dites. Le département des affaires religieuses salue l'organisation de cette session qui fédère davantage les communautés de notre pays et invite les participants à y tirer le maximum d'enseignements. Je suis fort heureusement rassuré que cet atelier favorisera la compréhension mutuelle des leaders religieux sur la question de laïcité à travers les dialogues interreligieux. Il réduira significativement toute forme de violence liée à la pratique religieuse partout au Mali. Pour mémoire, le Conseil interreligieux pour la paix est une association créée en 2021 par les confessions religieuses dans l'optique de ramener la paix au Mali. Direction CAI pour parler de l'ouverture de 4 sessions de formation, d'initiation et de perfectionnement sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics. Il s'agit à travers ces sessions de contribuer au renforcement des capacités des acteurs de la commande publique de la région de CAI. L'initiative est à l'actif de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Balkissa Sadibou Chérif Aydra. La commande publique représente plus du quart du budget national selon l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations du service public ARMDS. Le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique doit donc demeurer une priorité. J'ai bon espoir qu'à l'issue des présentes sessions de formation, vous serez mieux outillés pour réussir votre mission en matière de préparation des dossiers d'appel d'offres et d'analyse des offres afin de proposer, conformément à la réglementation, un attributeur provisoire, d'améliorer la qualité de vos offres et de vos recours, le cas échéant, auprès du comité de règlement des différends de l'ARMDS. Un système national de passation des marchés publics efficace et efficient est gage de préservation des deniers publics et une garantie pour la réalisation des infrastructures durables, d'acquisition des biens et des services de qualité au profit des populations bénéficiaires. L'une des voies pour atteindre cet objectif est le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique, d'où toute l'importance qui revêt cette cérémonie. Convaincu de toute l'importance de cette formation, le gouverneur de la région de CAI a lancé un appel aux participants et formateurs. Au regard de l'importance des questions des marchés publics et des délégations des services publics dans l'économie nationale, la formation des acteurs dans ce domaine a toujours été une priorité des plus hautes autorités du Mali, et cela depuis plusieurs années. J'exhorte des formateurs constitués d'experts nationaux à donner le meilleur d'eux-mêmes pour répondre aux besoins des participants. Les thématiques pour le niveau initiation administrative et celui du secteur privé qui seront abordées au cours de ces sessions qui se dérouleront en 2 phases sont entre autres le cadre juridique et institutionnel de gestion des marchés publics, les informations relatives aux marchés publics et les procédures de passation, l'intégration des marchés publics dans la chaîne des dépenses. La 7e édition de l'Académie des jeunes syndicalistes s'est ouverte le vendredi dernier à Ségou. Elle porte sur le thème communication syndicale et outils de l'information, qu'est l'exploitation efficiente par les jeunes leaders syndicalistes dans les missions syndicales. Jacqueline Dacour. Communication syndicale et outils de l'information. Quelle exploitation efficiente par les jeunes leaders syndicalistes dans les missions syndicales? C'est le thème de la 7e édition de l'Académie des jeunes syndicalistes de l'UNTM et de la CSTM à Ségou. Cet espace du donner et du recevoir vise à capitaliser les expériences, à consolider les acquis et à cultiver davantage l'esprit de cohésion intersyndicale au Mali. La rencontre annuelle s'est faite avec les jeunes venant de toutes les régions du pays, au niveau du syndicat,
pour passer une journée, sinon 10 jours avec eux, par rapport à des thèmes bien appropriés, pour échanger autour vraiment des questions syndicales et une bonne coordination entre nos activités professionnelles et nos activités syndicales. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, avec le secrétaire général de la CCM également, afin de pouvoir communiquer un peu avec les responsables venus en tout cas de toutes les régions du pays. Cette activité conjointe UNTM-CSTM est saluée à sa juste valeur. Notre région Ségou est d'autant plus honorée, non seulement d'abriter cette 7e édition de l'Académie des jeunes syndicalistes, mais aussi de voir les 2 leaders syndicaux ici à Ségou, autour de la même table, pour la cause sociale, pour la cause des travailleurs du Mali. Prennent part à cette rencontre de 2 jours 24 leaders syndicalistes de toutes les régions du Mali, avec une grande participation des femmes à hauteur de plus de 60%. Millésime des mots pour guérir de nos maux. C'est le nom bien sûr du livre de Mohamed Diarra, composé de 90 pages. C'est un recueil de poèmes qui aborde l'amour de soi, la foi en Dieu et la vie et ses défis. L'auteur de ce recueil est le champion d'Afrique 2015 en plaidoirie. Il est aujourd'hui formateur certifié. Également dans vos kiosques, cet autre ouvrage dénommé Koutiala, la période précoloniale à nos jours. Ce livre est d'Abdoulaye Coulibaly, titulaire d'une maîtrise en géographie humaine. À travers cet écrit, il rappelle l'histoire de Koutiala du XVIe siècle à nos jours. L'ouvrage aborde spécifiquement l'origine des Mianka, l'évolution sociopolitique et économique de Koutiala, entre autres. Visite de courtoisie de la station régionale ORTM Koulikoro aux anciens acteurs de la biennale artistique et culturelle de la région, parmi eux des comédiens, des instrumentistes, des danseurs, etc. Ces anciens des biennales gardent toujours en mémoire des souvenirs. On les découvre avec Atoumata Saré. Les anciens des biennales artistiques et culturelles de la région de Koulikoro forment un petit collectif. Ils gardent encore un très bon souvenir de leur participation aux différents regroupements de la jeunesse malienne. Ils ont reçu notre équipe avec joie dans la famille du brillant acteur polyvalent des biennales des années 1978 à 1984. Il s'agit de Salif Konaté à Kouléboukou, une ancienne zone industrielle de Koulikoro. Pour mieux bondir, il faut bien reculer. C'est l'idée des anciens acteurs des biennales de Koulikoro. Autrement dit, les anciens acteurs souhaitent leur implication dans l'encadrement des jeunes qui participent actuellement au biennale. Ce n'est pas possible que... Il est inimaginable de penser que Koulikoro pourrait réussir dans le domaine du théâtre sans notre concours. Nous avons l'expérience d'apprendre aux autres en matière de théâtre. Il ne faut pas qu'ils oublient les anciens des biennales. D'après ces anciens mordus du théâtre, il n'est pas donné à n'importe qui de prendre part à la biennale. Ils souhaitent qu'on revienne aux semaines locales et régionales pour bien préparer la phase biennale. Nous avons représenté Koulikoro en 1978. Chaque nuit, le gouverneur Sori Ibrahima Silla était à nos côtés jusqu'à la fin de la répétition. Mes parents m'ont envoyé une lettre me demandant d'apporter des céréales en famille. J'ai remis la même lettre au gouverneur. Celui-ci m'a remis à son tour un bon pour le pomme de Koulikoro. La quantité que le gérant m'a donnée était de 6 sacs de riz et 5 autres de mille. Ces céréales étaient destinées à ma famille pour combler mon absence. Il m'a exigé d'être à la répétition de 20h à Bakinida. 20h pile. Mon gouverneur. J'étais sur bien des filles. Tout s'est passé sans difficulté majeure. L'internat s'est déroulé dans le respect mutuel. Chacun essaie toujours de préserver sa dignité. La biennale a été bénéfique pour certains anciens, nous indique-t-on.
J'ai eu des diplômes et des prix. À Grégo, j'ai été meilleur danseur, meilleur ballerin. Je rends grâce à Dieu. Je suis en bonne santé. J'attribue ma réussite à Samba Traoré, batteur de tam-tam, paix à son âme. Il y avait une complicité entre nous. Je suis l'unique fille de ma mère. On est allé me chercher juste dans la cuisine pour m'amener à l'internat. Les internats duraient de 2 à 3 mois. Selon eux, la biennale a tissé des liens d'amitié et de mariage comme ce fut le cas de Salif Konaté et Kadja Bakayoko qui se sont unis pour le meilleur et pour le pire. Ils disent n'avoir pas regretté de cette union. Avant d'aller à la biennale, nous nous sommes connus à Banamba. Notre mariage a eu lieu avant l'internat de Tienfala. Ce fut ma dernière biennale. Mes pas de danse plaisaient beaucoup. Après plus de 40 ans, leur voix reste intacte, témoigne ce Takapula. Sport football, en match international amical, les Aigles du Mali jouent en ce moment contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Le score des 0 partout à la mi-temps. La rencontre n'a pas encore repris à cause d'une forte pluie. L'état de la pelouse ne permet pas pour l'instant la reprise du match. Bonne chance aux Aigles du Mali. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.